Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Ok, très bien, bah, écoutez, on va commencer alors. Merci de m'avoir rejoint pour ce webinaire euh, qui va donc traiter de la détection et du blocage des visiteurs web malveillants. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis Stéphane Rétan, je suis expert infra au sein du cabinet de conseil d'expertise Ronco. Ça fait quasiment plus d'une dizaine d'années qu'on accompagne nos clients sur des problématiques sécurité, système, réseau. En fait, tout est lié, hein. Et on voit qu'en termes de problématiques transverses, la détection et le blocage des visiteurs web malveillants, c'est un problème qui est récurrent et qui a du mal à trouver des solutions. À côté de ça, en fait, il y a 2 ans, on a créé un service cloud de protection anti-DOS qui vise à régler une partie de la problématique, c'est-à-dire uniquement les attaques DDoS sur les serveurs web. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite à travers ce webinaire, c'est vous faire partager mon expérience, vous donner un petit peu l'état de l'art, de la pratique, et puis aussi vous indiquer les écueils à éviter. Alors, les menaces. Donc, les menaces, ça va être principalement des menaces de piratage, mais pas que, hein. J'ai souvent l'habitude de dire que les pirates sont venus en 3 vagues. Alors, je parle de vagues, mais en fait, c'est plutôt des strates qui se sont additionnées les unes aux autres. Donc, au début, ils sont venus pour la gloire. Donc, le but, c'est de faire du web d'effacement. Donc, c'est de rentrer sur votre sur votre site web, de pirater la page web et puis d'afficher un message en disant que vous n'êtes pas très bon, qu'eux, ils sont les meilleurs, faire passer un message politique. On voit que cette mode est toujours pas partie, hein, puisque avec les événements qu'il y a eu en janvier, on voyait bien qu'il y a eu plusieurs milliers de web d'effacement en France. Donc, ce qui prouve que ce type d'attaque reste encore très très vivace. La deuxième vague, ça a été la recherche de ressources. C'est-à-dire que les pirates cherchent à rentrer sur des serveurs, alors des serveurs web, hein, qui sont évidemment ceux qui sont le plus exposés, pour prendre des ressources de disque dur, par exemple pour faire après du téléchargement, des ressources de CPU, par exemple pour miner des bitcoins. Enfin bon, il y a tout un tas pour envoyer des spams. Enfin, voilà. Donc pour essayer de commencer à utiliser vos ressources qu'ils ont réussi à voler. Et puis la troisième vague, qui est celle qu'on voit depuis maintenant quelques années, c'est la cybercriminalité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut monétiser toutes ces attaques, comment est-ce qu'on peut en récupérer de l'argent. Donc il va falloir, vous en tant que site web, vous protéger contre tous ces types de menaces. Et puis une dernière, on n'en parle pas beaucoup, hein, c'est la pratique concurrentielle déloyale. C'est quoi et alors vous, acteurs du web, vous êtes aux premières loges là-dessus. Ce sont vos concurrents qui vont scanner en permanence votre site web pour voir vos nouveaux prix, vos nouvelles promos, vos nouveaux objets, enfin peu importe, et qui vont s'adapter en permanence à ce que vous affichez. Alors ça, bien sûr, ça vous pose un problème en général de concurrence, mais également, ça va faire ralentir votre site web. Donc comment détecter toutes ces attaques, tous ces utilisateurs, visiteurs web qui viennent et qui ralentissent votre site et qui ne vont jamais rien commander? C'est le but de ce webinaire, de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Alors, si je passe sur la partie un petit peu technique, hein, sur laquelle on ne va pas trop s'attarder, hein, mais en gros, on a des attaques purement techniques, hein, qui consistent à faire de la SQL injection. Donc, grosso modo, sur un formulaire web, le développeur a prévu, je sais pas moi, qu'on rentre un code postal. À la place d'un code postal, je vais rentrer une commande SQL et avec un peu de chance, je vais avoir une partie de la base de données qui va apparaître. Donc, il va falloir se protéger contre ça. Le cross-site scripting, ça consiste grosso modo, au lieu de rentrer un commentaire, je vais rentrer du code JavaScript. Et donc, quelqu'un d'autre qui va regarder mon commentaire va exécuter ce code JavaScript. Donc, en fait, c'est une sorte de bombe logique. Bon, on a une ribambelle d'attaques web qui vont viser les failles de développement de votre site web. Et évidemment, il va falloir traiter ce problème-là. On a d'autres types de problèmes, typiquement le déni de service ou le déni de service distribué, qui consiste en gros à bombarder votre site. Alors ça, c'est relativement simple quand ça vient d'une seule IP, mais si vous le faites bombarder par, je sais pas, n'importe quoi, 30 000 machines, votre site web va s'écrouler et vous n'allez pas pouvoir blacklister les machines une par une. Sachant qu'en plus, sur certains PC, vous risquez d'avoir des véritables clients, des clients légitimes. Leur PC est virusé, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous attaquent et en même temps, ils vont peut-être commander. Donc ça commence à devenir assez compliqué.
Voilà. Et puis on arrive au web scraping. Le web scraping, c'est le terme anglais qui consiste à dire analyser en permanence votre site web. Alors ça, vous allez recevoir ces attaques-là, bien sûr, si vous êtes ciblé, mais également si vous êtes mutualisé, en multitenant, dans le cloud, dans un centre d'hébergement, vous allez être impacté collatéralement. Si votre voisin de VM se fait bombarder en DDoS ou votre voisin de serveur dans le rack se fait bombarder, et bah vous-même aussi, votre serveur web va s'arrêter ou va ralentir. Donc il y a vraiment une problématique globale à prendre en compte euh, quand on veut vraiment protéger son site web ou quand on veut nettoyer tous les éléments de perturbation qui empêchent la performance et qui finalement coûtent. Alors, s'il devait y avoir un slide quelque part à retenir de toute cette présentation, c'est peut-être celui-là, ça tombe bien, il arrive en troisième position. C'est que la sécurité n'est pas un produit, c'est un processus. Si vous pensez que vous allez acheter le nouveau firewall, le nouvel antivirus et vous n'aurez plus jamais de problème, malheureusement, je pense que vous êtes à côté de la plaque. Donc, c'est ce qu'on voit trop fréquemment chez nos clients. En fait, ils achètent de la technologie, c'est très bien, hein, mais en fait, ils la mettent en place et ils l'oublient. Donc, dans toutes les failles récentes qu'on a pu voir, souvent les briques technologiques sont là, mais il n'y a personne pour regarder la machine, pour améliorer la détection, le blocage au fur et à mesure. Et donc, c'est de ça dont je vais parler dans ce séminaire notamment. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour détecter les visiteurs web? Eh ben, la première chose à faire, c'est d'ouvrir les yeux. Hein, là, vous voyez, là, vous êtes dans le noir, vous ne savez pas qui vient exactement sur votre site web. Donc, pour ouvrir les yeux, eh ben, il faut activer les logs. Ensuite, il faut les stocker, il va falloir les traiter. Ensuite, on va identifier les comportements suspects, les anomalies statistiques. Et enfin, on va améliorer la protection. Et vous voyez que c'est une boucle. C'est vraiment une boucle de rétroaction, une boucle d'amélioration continue. C'est un processus qui ne va pas s'arrêter et qui va vous permettre d'atteindre peut-être la perfection. Alors, première étape, activer les logs. Alors, il faut essayer d'activer les logs sur tous les éléments de votre chaîne de liaison. Bon, l'endroit le plus important, on va dire, hein, c'est évidemment l'application et le serveur web. C'est pas toujours simple, hein, parce que maintenant, par exemple, avec l'usage de SSL dans quasiment la plupart des flux web, les éléments qui sont sur le chemin de la chaîne de liaison ne vont plus voir que du flux chiffré, donc ils ne pourront absolument pas voir s'il y a une attaque ou si c'est un utilisateur malveillant. Alors, deux gros mythes, deux gros écueils à éviter dès le début, c'est que les logs par défaut suffisent. Clairement non. Tout à l'heure, je parlais des attaques SQL ou des attaques cross-site scripting. Vous avez bien compris que ce sont des attaques qui visent à injecter en fait des valeurs qui sont différentes de celles attendues par le développeur. Or, le problème, c'est que par défaut, ces valeurs-là ne sont pas loguées. Qui sont loguées, par exemple, sur un serveur web type Apache ou Nginx, ça va être juste l'URL qui est accédée, l'adresse IP du visiteur, la date, et c'est tout. Il va vous manquer la plupart des données, finalement. Les données les plus importantes, là où se trouvent les attaques, vous ne les loguerez pas. Et donc, finalement, vous allez faire des analyses de logs, mais il vous manque la donnée. Donc, il y a vraiment un travail à faire très important sur le contenu des logs. Ensuite, on peut avoir un problème sur le croisement des logs. On dit, bah voilà, moi j'ai une ferme de 10 serveurs web, j'ai la base de données, je vais tout mettre ça dans un chaudron, et puis lorsque j'aurai le problème, je vais essayer de tout synchroniser. Alors le plus gros problème, c'est que c'est difficile de trouver une jointure, c'est-à-dire un élément qui va permettre de suivre un utilisateur, par exemple. Si on se base sur le temps, c'est très compliqué. Déjà, le temps est formaté souvent très différemment suivant les logs. Et puis, en 1/10 de seconde, sur un serveur web qui a pas mal d'activités, il se passe plein de choses. Donc, il faut penser dès le début aux éléments qui vont permettre de croiser. Donc, un élément, par exemple, c'est le cookie. Voilà, avec un cookie, je peux suivre un utilisateur sur toute sa navigation. Mais le cookie, par défaut, il n'est pas logué. Donc, voilà 2-3 choses à penser au moment d'activer les logs. Alors, une fois qu'on a activé les logs, ce qu'on va faire, c'est on va les stocker et on va les sceller. Alors, les stocker, le but, c'est évidemment de les stocker hors d'atteinte des pirates. Donc, si vous stockez toutes vos logs sur vos serveurs web, ça va déjà pas être scalable quand vous allez avoir beaucoup de serveurs. Et puis, si un pirate rentre, la première chose qu'il va faire, c'est nettoyer les logs. Donc, il faut vraiment les sortir dans un silo complètement à part, hors d'atteinte des pirates. Alors, comment est-ce qu'on les stocke? C'est une question assez complexe. Il faut essayer d'adapter le type de stockage à vos besoins et à vos contraintes. Alors,
là, je vois quelqu'un qui propose une carte SD, vous allez très rapidement avoir des problèmes de performance et des problèmes de taille. Un site web qui crache bien, vous allez tout de suite monter à plusieurs dizaines de gigas de logs par jour. Hein. Donc, et il ne faut absolument pas impacter votre production parce que vous générez des logs. Donc les logs, en gros, vous les envoyez en réseau vers un collecteur de logs avec différentes techniques et vous allez les stocker à l'extérieur, avec l'impossibilité pour un pirate de remonter cette chaîne de liaison pour pouvoir modifier les logs. Alors, vos besoins et vos contraintes sur, sur le choix du stockage, bah, ça va dépendre du volume, ça va dépendre évidemment des choix budgétaires, ça va dépendre aussi de contraintes légales. Typiquement en France, en général, on n'a pas le droit de conserver plus de 6 mois des données nominatives. Ça va dépendre du contenu de vos données. Je sais pas, moi, vous êtes un acteur de santé, bah, vous n'avez peut-être pas le droit, enfin vous n'avez même pas le droit de stocker vos données n'importe où. Et puis ça va dépendre aussi de la durée de rétention souhaitée par le business et puis également par la direction informatique. Donc toutes ces contraintes vont faire que vous allez probablement choisir un ou deux types de stockage, un court terme, un long terme. Il n'y a pas de solution miracle et certaines solutions ont des avantages, d'autres n'ont d'autres. Alors, la plupart des gens disent ok, on a activé les logs, on les a externalisés, on les a stockés. Bah, j'attends d'avoir un incident que je vais peut-être détecter. En général, quand je le détecterai, ça sera trop tard. Et pour pouvoir commencer à les traiter. Alors là, c'est un leurre complet. Hein. Si vous pensez qu'en 24 heures ou en 2 heures d'incident, vous allez être capable de construire un processus d'analyse de log, de détection, de tableau de bord un peu complexe, ce sont des processus qui prennent des années. Hein. Malheureusement, ça ne va pas arriver. Donc, on est juste au guet. On a les logs assez complètes. On les a externalisés, on les a stockés. Bah, maintenant, il va falloir faire la partie la plus importante finalement. Les analyser, les visualiser, alerter, et puis faire la boucle de rétroaction, c'est-à-dire on se rend compte qu'on a des attaques, et bah hop, on va revenir en arrière et on va améliorer notre système. Alors, comment est-ce qu'on fait pour traiter automatiquement les logs? Il va falloir écrire des règles métiers. Alors les règles métiers, elles sont évidemment dépendantes de votre business. Je prends un exemple. Vous êtes une société qui fait de la livraison sur Paris. Voilà, et tout d'un coup, vous avez des visiteurs russes qui viennent sur votre site. Bah, effectivement, vous pouvez avoir une règle métier qui dit ah tiens, c'est bizarre, normalement je devrais avoir que des gens qui viennent de France qui visitent mon site. Mais si à l'inverse, vous êtes, je sais pas moi, une agence marketing ou une agence de publicité qui aide des marques étrangères à faire de la publicité en France, bah, au contraire, c'est souhaitable que vous ayez des gens de l'étranger qui viennent se connecter sur votre site. Donc les règles métiers vont être très différentes. Et d'ailleurs, on pourra le détecter parce que finalement, on va voir, ah tiens, on a un afflux de tel pays qui arrive, ah bah, c'est peut-être parce qu'on est indexé dans le moteur qui est le plus puissant sur ce site-là. Hein. Il n'y a pas que Google, hein. Il y a pas mal de moteurs. Donc, grâce à ces règles métiers, on va pouvoir générer des tableaux de bord et on va pouvoir surtout les améliorer régulièrement. Voilà. Ce que je vous conseille, hein, c'est évidemment de choisir un outil qui vous permet d'avoir une vision avec une dimension temporelle. Hein. Les top 10 c'est très bien, les top 10 des pays c'est bien, mais il faut savoir à quel moment, sur quelle période, il faut pouvoir facilement se déplacer sur une timeline. Donc la partie dimension temporelle, visualisation, elle est vraiment très très importante. Et encore une fois, un outil n'aura pas connaissance de votre contexte par magie. Il va falloir le modifier, lui injecter cette connaissance. Alors, quelques idées d'indicateurs à surveiller. Hein, j'aurais pu en mettre 10 pages, hein, comme ça. Mais voilà, un premier indicateur tout simple, hein, c'est la taille des logs. On le voit souvent hein, quand on intervient sur des sites web qui ont été hackés ou sur lesquels il y a des problèmes. Bah, d'habitude, ils ont, je dis n'importe quoi, mais 1 giga par jour de log, et tout d'un coup, ça fait une semaine qu'ils sont à 100 gigas. Donc il y a clairement un problème. Donc un plancher, un plafond. Après, on peut regarder plein d'autres champs qui sont intéressants, le référeur, l'URL de provenance. Donc tout d'un coup, vous êtes indexé par Yandex, justement, et bah, vous avez plein d'utilisateurs russes qui arrivent et vous savez maintenant d'où ils viennent. Voilà. Vous avez le user agent, qui est la signature du navigateur. Elle peut être forgeable, hein, mais ça peut être très intéressant de savoir quels sont les navigateurs qui viennent chez vous. Bon, on peut faire les taux d'erreur, etc., etc. C'est toujours très intéressant. À côté, je vous ai mis un tableau de bord hein, qui est fait avec un logiciel qui s'appelle open source qui s'appelle Kibana
Et le but, c'est vraiment en fait de construire ce tableau de bord et puis petit à petit se rendre compte, bah en fait cette courbe-là, elle m'intéresse pas. Cet histogramme, par contre, effectivement, il faudrait que je le travaille un peu plus. Et en fait, c'est comme ça qu'on va construire son tableau de bord au fur et à mesure par un processus itératif sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Une fois qu'on aura identifié, enfin, qu'on aura créé des tableaux de bord, hein, on va pouvoir identifier les anomalies statistiques, et on va pouvoir alerter. Donc encore une fois, c'est un processus d'amélioration continue. Très clairement, un indicateur unique ne va pas suffire, ça va être un ensemble de choses qu'il va falloir mettre en œuvre. Encore une fois, un processus itératif et continu à l'œuvre. Alors les exemples, là je vous ai mis un petit exemple. Donc vous voyez sur la figure 1, vous voyez un graphe qui permet de voir les codes retour des sites web, enfin des pages web. Donc en bleu, tout a l'air de bien aller, hein, c'est du code 200, tout va bien. Et puis vous voyez que vers 21h, il y a eu un trou, il y a eu aussi un trou un peu plus tard. Que s'est-il passé? Bah, déjà, rien que d'avoir ce graphe-là et de savoir qu'on n'a eu que des codes 200, ça nous permet d'imaginer qu'on n'a pas eu un plantage serveur, hein, parce que sinon on aurait probablement du code 500 ou une attaque, ça aurait probablement un petit peu de code 400, qui sont les codes de page non trouvés. On peut immédiatement, par exemple, très facilement le visualiser sur une carte qu'on voit en figure 2 pour voir d'où venaient les visiteurs à ce moment-là. Si on a un afflux, c'est souvent extrêmement parlant de visualiser ça. On a souvent fait pas mal de travail déjà lorsqu'on a ça. Et puis par exemple, si on va sur la figure 3, là c'est une analyse un peu plus compliquée, c'est un top 10, c'est un top 10 des visiteurs web à ce moment-là. Et on se rend compte, vous voyez la petite ligne bleue, par exemple la 178.32, c'est une adresse IP qui fait environ 250 requêtes par minute pendant des heures. Pendant des heures. Et alors vous voyez, hein, ça commence à 250 et puis finalement vers la fin de la journée, on est monté à 600 requêtes par minute. Donc ça c'est clairement un bot. C'est clairement un bot avec un réglage de la mire au fur et à mesure de la journée. Alors est-ce que c'est un bot anticoncurrentiel? Est-ce que c'est un bot simplement d'indexation de vos pages web? Il faut gratter un petit peu, hein, il faut regarder le user agent. Par exemple, s'il s'annonce comme un Google bot, alors c'est peut-être un vrai Google bot et à ce moment-là, finalement, c'est bon signe. Ou c'est peut-être un fake, hein, donc un faux Google bot, quelqu'un qui se fait passer pour Google, et à ce moment-là, on peut croiser avec les véritables adresses IP de Google qui sont publiques et qui sont modifiées régulièrement. Mais disons qu'on a des pistes d'amélioration très claires sur la façon dont on va traiter ces requêtes de bot. Alors, comment est-ce qu'on les bloque? Comment est-ce qu'on les bloque? La meilleure manière, hein, sur la partie des attaques simples, hein, qui sont SQL injection, cross-site scripting, c'est de mettre en place du développement sécurisé. Il y a un champ, et dans ce champ de formulaire, on est censé avoir un code postal. Au lieu d'avoir, on vérifie bien que c'est du code postal et que ce n'est pas autre chose qui est envoyé. Pour le vérifier, hein, moi je vous conseille de faire des tests d'intrusion régulièrement. Donc on peut vous conseiller là-dessus, sur la partie développement sécurisé et tests d'intrusion, vous trouverez de nombreux prestataires, de nombreuses références sur Internet. Il y a des fondations telles que l'OWASP qui expliquent comment faire tout ça. Si vous n'avez pas la possibilité de modifier votre application pour tout un tas de raisons, vous pouvez mettre un peu une sorte de firewall applicatif, donc qui s'appelle un WAF. On peut le mettre en fait en frontal devant votre serveur web, mais bon, il ne faut pas rêver. Le travail, il va quand même falloir le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir rentrer dans la machine le fait que cette valeur-là doit être un code postal et ne doit pas être autre chose. Donc, au lieu de le faire dans le développement, vous allez le faire sur le WAF avec pas mal de difficultés. En général, le WAF est exploité par des personnes qui sont différentes des développeurs. Vous allez avoir deux systèmes qui vont finalement être l'un derrière l'autre. Il va falloir les faire évoluer en même temps. C'est assez compliqué. Donc, ce n'est qu'un pis-aller. Ensuite, vous pouvez mettre en place des protections anti-DDoS, si vous constatez finalement que vous avez du DDoS. Donc le DDoS, un prestataire anti-DDoS, c'est quoi? C'est un prestataire qui a une énorme plateforme avec des débits largement supérieurs aux vôtres. Donc il est capable d'encaisser tous les flux, de les filtrer avec en général une grid, c'est par exemple ce qu'on fait, et qui a des mécanismes de détection des bots. Ceux qui font les dénis de service.
Alors après, vous avez des techniques classiques comme le géoblocking. Donc le géoblocking, vous pouvez tout à fait faire ça dans votre Apache ou dans votre serveur Nginx. Donc vous spécifiez les zones et vous pouvez par exemple coupler ça avec du rate limiting. Vous pouvez dire, ben moi, mon cœur de cible, c'est la France. Donc en France, on est illimité. Mais par contre, je dis n'importe quoi, sur la Russie, on va limiter la Russie. Et alors par contre, quand c'est les bots de Google, on va les laisser indexer sans problème. Alors, là, j'ai une question sur les flux cryptés. Évidemment, tout ça, on peut le faire que sur des flux qui sont en clair. Et donc, on va pouvoir les faire soit sur le serveur web, soit sur ce qu'on appelle un reverse proxy. C'est en fait un équipement qui est au milieu, qui va arrêter le flux HTTPS, le traiter et renvoyer encore en flux HTTPS. Donc, de façon simple, en gros, tout ça se fait au niveau des serveurs web aujourd'hui. Tous ces plugins existent de façon open source ou même sont directement intégrés dans les serveurs web. Vous pouvez également faire de l'IP blacklisting. L'IP blacklisting, ça ressemble un petit peu au spam, aux listes de spam. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner à des listes qui vont vous donner en fait la liste des adresses IP connues comme étant mauvaises, entre guillemets, et vous allez les blacklister directement sur votre serveur web. Soit les blacklister, soit les rate limiter. C'est-à-dire vous êtes sûr qu'elles ne vont pas faire des requêtes qui vont être gourmandes en ressources. Et puis vous pouvez avoir le raffinement suprême, aujourd'hui un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est le challenge JavaScript. Alors, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que quand le navigateur en fait, vient sur votre première page web, vous lui envoyez un challenge. C'est en fait une question. Vous lui envoyez combien vaut 1 plus 1 et vous lui envoyez ça en code JavaScript. Alors, si le navigateur sait faire du JavaScript, il va dire 1 plus 1 c'est 2 et vous allez pouvoir le laisser passer sur la suite. Si par contre c'est un robot, c'est un virus, c'est un scanner, lui il n'a pas, en général il n'a pas de moteur JavaScript qui est implémenté, il ne saura jamais répondre à cette question que vaut 1 plus 1 et donc il va rester bloqué. Ce genre de module, vous l'avez par exemple dans Nginx, qui est un serveur haute performance, un serveur web haute performance qui vise en général à remplacer Apache ou en tout cas à être devant Apache pour filtrer un maximum en termes de sécurité et en termes de performance. Alors, les conseils que je peux vous donner, souvent on voit nos clients se précipiter sur des outils onéreux, par exemple sur des outils de log, en général de gestion de log, ils vont se borner à faire de l'analyse, enfin du stockage et de l'analyse, mais quelque part le plus gros des ressources humaines et financières, il faudrait plutôt les affecter à la création de règles métiers et à l'analyse en continu de ces tableaux de bord, de ces alertes. Or, en général, là, vous allez épuiser votre budget dès le début en achetant un outil qui va vous coûter plusieurs dizaines, centaines, milliers d'euros, voire des millions. Si vous commencez à stocker sur une bête de stockage et puis que vous avez 1 Tera de données tous les jours, vous voyez, à la fin de l'année, ça fait 300 Tera, ça va très très vite. Donc, c'est assez malheureux, mais souvent on voit ce genre de projet quasiment tué dès le début. Voilà. Mon conseil, c'est également de découvrir par itération rapide. C'est-à-dire, ce qu'on peut voir malheureusement trop souvent, c'est un POC qui dure 3 jours. Vous allez tester un petit logiciel, enfin un petit logiciel, un très beau logiciel d'ailleurs. Sur 3 jours, vous allez voir qu'il fait à peu près ce qu'il veut, et puis après vous allez l'acheter et vous allez essayer de l'intégrer. Et vous allez perdre finalement, vous allez avoir des problèmes de performance évidemment au fur et à mesure, et puis les questions vont venir au fur et à mesure de l'utilisation. Et souvent, vous allez être obligé d'utiliser des langages de recherche ou de query qui sont propres et qui sont peut-être un petit peu limités pour ce que vous voulez faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire un POC qui dure 1 an, et ensuite d'acheter le logiciel ou le service. Alors un POC qui dure 1 an, un proof of concept qui dure 1 an, une maquette qui dure 1 an, c'est tout simplement le pays en fait. Donc vous avez plein d'offres cloud ou d'offres limitées que vous pouvez saisir. Évidemment, ne réinventez pas la roue. Ça fait 20 ou 30 ans qu'il y a des gens qui se cassent la tête sur cette problématique de gestion et de stockage de logs. Notamment là, vous savez, avec le big data, Hadoop, on commence à avoir des infrastructures de stockage dont le prix va être linéaire. C'est-à-dire en fait finalement, on va stocker tout sur des serveurs bas de gamme et puis on va rajouter ces serveurs-là au fur et à mesure. Donc le coût du stockage est parfaitement linéaire suivant le volume de stockage et surtout ce qui est très intéressant, les temps de recherche sont constants. Puisqu'en fait c'est chaque petit serveur qui va faire la recherche sur ses propres données avec de la réplication. Voilà. Donc tout ça c'est des technologies qui ont été inventées un peu par Google et qui ont été
transposer en fait sur du libre, tout ce qui va être MapReduce, Bigtable. De nombreux outils existent, donc testez-les, essayez de les implémenter, puis quand vous arriverez à la fin finalement des fonctionnalités d'un outil, à la limite changer, hein, c'est assez faisable, hein, surtout dans le cloud, hein, vous allez pouvoir expérimenter très facilement. Si vous avez besoin de monter un cluster Hadoop avec une pile complète, sur le cloud, vous l'avez en 5 minutes. Alors que si vous le faites chez vous, il faudra acheter des serveurs, du réseau, enfin, c'est extrêmement compliqué. Hein. Et puis là, en plus, vous allez payer quel usage? C'est-à-dire pay as you go, qui est un précepte du cloud. Alors je ne dis pas que le cloud c'est parfait, hein. Évidemment vous avez probablement des contraintes légales qui font que tout n'est pas possible. Au bout d'un certain moment aussi, suivant votre volume, le cloud va devenir trop cher par rapport à une solution que vous pourriez faire en interne. Voilà. Mais encore une fois, le but c'est pas de se concentrer tous ces moyens sur l'outil, c'est de concentrer tous ces moyens sur les recherches, sur le tableau de bord, sur l'amélioration continue, sur les données en fait, le véritable traitement des données qui va vous apporter de la valeur. Alors, si on parle en termes d'outils et de solutions, là j'ai fait 3 colonnes, hein, stocker, analyser et bloquer. Hein. Donc on voit en bas, on a Amazon ou Google. Si on veut stocker de façon pure, hein, on peut aller dans le cloud. Hein, ça coûte, Amazon a plusieurs offres de stockage, mais par exemple, ils ont une offre qui s'appelle S3, une offre qui s'appelle S3 et une offre qui s'appelle Glacier. Pour Glacier, vous pouvez stocker 1 giga pour 1 centime par mois. Donc c'est relativement imbattable. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Hein, ça va prendre 3 secondes à récupérer vos données, vous ne pourrez pas faire du traitement en temps réel. Donc encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut faire et une seule solution ne permet pas de tout faire. Donc au-dessus d'offres cloud, par exemple, ou d'offres que vous pourriez faire chez vous, hein, vous allez construire du Hadoop, hein, donc encore un cluster de stockage. Vous allez séparer le stockage en fait, des traitements. Et puis par exemple, vous pouvez utiliser des offres cloud hein, tels que PaperTrail, Loggly, Splunk est aussi un gros acteur de ce sujet-là et ils ont une offre cloud qu'ils ont ouverte récemment. Et puis vous avez le gros acteur partiellement open source, on va dire, hein, qui s'appelle Elasticsearch, Logstash et Kibana. Donc Elasticsearch, c'est tout ce qui va consister dans le stockage et la recherche. Logstash, c'est la concentration, le filtrage, la normalisation des logs. Et Kibana, c'est sur la partie affichage graphique, tableau de bord. Donc vous voyez, tous ces éléments sont souvent à la fois entre stockés et analysés. Vous pouvez aussi également tout simplement utiliser des outils GNU. Hein. Vous pouvez utiliser un grep, un awk. Ça marche. Hein. Ça marche. Souvent, vous n'allez pas avoir la partie graphique et ça ne va pas être scalable. Que la mise à l'échelle ne va pas passer. Hein. Lorsque vous aurez des centaines de serveurs, vous allez avoir des problèmes. Donc autant utiliser les technologies open source qui sont état de l'art et qui fonctionnent très très bien. À côté, pour bloquer, vous avez aussi pas mal de possibilités, souvent qui sont complémentaires. Hein. Donc vous avez Nginx, hein, qui est le serveur open source web dont je vous parlais, hein, que je préconise en tous les cas en frontal de vos serveurs web. Vous pouvez bien sûr utiliser votre firewall ou votre WAF favori, hein, ils ont tous à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc encore une fois, ce qui va être la véritable intelligence, c'est la règle et la configuration. Hein. Ce n'est pas l'outil par lui-même, soit la plupart du temps. Vous pouvez également utiliser le firewall de Linux hein, qui s'appelle NetFilter, qui fonctionne très bien et qui a des choses très intéressantes et qui, en plus, qui est modifiable à volonté. Donc c'est un très bon outil. Vous pouvez également utiliser Mode Sécurité, que vous voyez, hein, qui est donc un plugin open source que vous pouvez activer dans Nginx ou dans Apache. Hein. Initialement, c'était dans Apache et qui va vous permettre de bloquer. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, si vous voulez faire une règle en disant mes visiteurs russes, ils n'ont pas le droit de faire des requêtes post sur telle partie du site, vous pourrez le faire dans Mode Sécurité. Après, il ne faut pas non plus se leurrer, hein, c'est que ces outils-là sont souvent des outils en ligne de commande, ça manque d'interface graphique. Si vous voulez vraiment de l'interface graphique, il va souvent falloir aller vers des outils propriétaires ou des versions propriétaires d'outils open source. C'est un petit peu le virage que prend Elasticsearch en ce moment. Hein. Voilà. Et puis vous pouvez utiliser aussi hein, sur la partie anti-DDoS, notre service par exemple, MassFilterMe, pour bloquer les DDoS. Il y a évidemment d'autres fournisseurs, vous les trouverez facilement. Voilà, donc bon, finalement j'ai quasiment pris une demi-heure pour expliquer tout cela. Bien sûr, hein, vous allez recevoir ce support à l'issue de ce webinaire. Donc la conclusion,
c'est que la partie technologique est clairement une affaire de spécialistes. Mais finalement, ce qui sous-tend tout ce projet, c'est seulement vous. Hein, vous êtes vous êtes les seuls à pouvoir édicter les règles business et ces règles business vont changer. Peut-être que ce que vous vendez aujourd'hui sera différent de ce que vous vendrez dans 3 mois, pardon, dans 3 ans. Et donc, il faut que la partie technologique puisse suivre. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est que ces traitements qui sont mis en œuvre, on peut créer ce qu'on appelle un lac de données sur lequel vous allez pouvoir faire des traitements sécurité, mais peut-être des traitements de connaissance client. Si vous avez récupéré le cookie, vous allez être capable de récupérer tout le parcours du client, son historique. Enfin, c'est très intéressant d'avoir cette brique, ce socle qui va vous permettre d'aller avancer plus loin sur la partie business intelligente, voire détection de la fraude. Voilà. Donc nous, Randco, nous sommes là pour vous accompagner. Dans le cadre de forfait, en fait, on accompagne souvent des clients dans la mise en place de toutes ces briques, dans le conseil, la mise en place de ces briques et aussi le suivi régulier de ce process de détection de blocage que je vous ai présenté aujourd'hui. Voilà, écoutez, je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez. Non, je ne vois pas de questions. Bon, de toute façon, s'il y a des questions qui arrivent, vous avez mon adresse mail qui est sur la première ou le deuxième slide. Donc, n'hésitez pas à me contacter, évidemment, pour toute interrogation. Quelques infos sur le traitement des flux cryptés. Donc, alors, les flux cryptés, il faut être clair, on ne peut... Enfin, c'est très compliqué de traiter des flux chiffrés. Alors, voilà, donc les flux sont chiffrés, on ne peut rien voir ce qu'il y a dedans. Vous allez voir qu'il y a une IP de je ne sais pas quel pays qui rentre, qui fait des connexions et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc il va falloir soit couper cette connexion, vous insérer, faire ce qu'on appelle un man in the middle, donc l'homme du milieu, un petit peu ce dont on entend parler en ce moment avec, vous savez, la loi sur le renseignement. C'est extrêmement compliqué et c'est surtout inutile dans votre cas. Dans votre cas, ce qu'il va falloir, c'est faire tous les traitements de log au niveau du serveur web. Vous possédez le serveur web. Donc, au niveau du serveur web, tout est déchiffré. Donc, si vous voulez, le chiffrement, il se fait sur la couche SSL. Nous, on va être au-dessus de la couche SSL. Donc, on n'aura pas de problème. On verra les informations en clair. Et le fait que les flux soient chiffrés sur le réseau en transport ne pose aucun problème. Évidemment, je vous invite à mettre en œuvre du SSL sur la totalité de vos sites. Google, vous savez, incite fortement et pénalise les sites qui ne sont que en HTTP. Faut-il privilégier plutôt les API des réseaux sociaux pour l'inscription plutôt qu'un formulaire interne? Ah oui, vous parlez pour l'enrôlement des utilisateurs. Après, ça c'est une question un petit peu... moi, je peux vous donner que mon conseil. C'est qu'évidemment, le fait qu'on puisse se loguer sur votre site en utilisant notre identité Google, Twitter, Facebook, c'est évidemment beaucoup plus simple et ça permet de ne pas créer un compte. Donc, ce qu'on appelle l'onboarding, le fait que le visiteur devienne un client ou un utilisateur, c'est immédiat. Vous pouvez avoir des contraintes de sécurité, c'est-à-dire que aussi vous vous appuyez donc sur un partenaire, sur une fédération d'identité pour faire confiance. Voilà. Bon, je pense que Facebook, Google, ils ont des mécanismes de sécurité en place qui sont probablement d'un très haut niveau. Voilà, il faut en être conscient. Et puis, dans certains cas, je ne sais pas ce que vous vendez, mais en fait, je pense que ça dépend aussi de la population à laquelle vous vous adressez. Parfois, une authentification par Facebook sera très bien vue. Dans d'autres cas, ça sera plutôt à votre détriment. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, je suis à votre disposition. Peut-être 2-3 autres questions. Ah si, c'est bon. Bon, écoutez, j'espère ne pas être allé trop vite. J'ai toujours tendance à aller très vite.
J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai essayé de vous faire partager. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Voilà, merci. Au revoir.